et je me demandais, d'après toi, quelles sont les faiblesses les plus importantes des méthodes de radiodatage qui sont censées fonder cette Bon, je vais vous donner, ça sera un peu long, mais peut-être c'est utile. Je vais vous donner le cas d'abord de carbone 14. La façon de laquelle il travaille est différente du reste des méthodes, mais ça va nous aider quand même. Vous voyez, carbone 14 vient de l'atmosphère haute à cause de la radiation cosmique qui transforme l'azote 13 en carbone 14. De 3 isotopes de carbone, il est le seul qui est radioactif. Il est incorporé par tous les êtres vivants chaque jour. Ça se décompose à l'intérieur du corps, mais le lendemain est remplacé par de nouveau carbone 14. Ça veut dire qu'en tant que l'être vivant est vivant, le rapport entre carbone 12, qui est la majoritaire, carbone 14, reste constant. Le moment de la mort, toute la quantité de carbone 14 qui était dans l'organisme va se décomposer. Alors, à la fin de 250 000 ans, d'après de très simples calculations, il devrait avoir plus de carbone 14. Bon, on a trouvé le carbone 14 parce que la demi-vie de carbone 14, c'est 5730 ans. C'est-à-dire, chaque 5730 ans, on a la moitié de ce qu'on avait avant. Bon, on a trouvé du carbone 14 dans des objets organiques qui font plus de 250 millions d'années d'après la datation géologique classique. On vient de trouver du carbone 14 en quantité en excès, c'est-à-dire dans des graphites qui étaient charbon pur ou carbone pur qui viennent de précambrien, plus d'1 milliard d'années. Ils ont trouvé même du carbone 14 dans des diamants, des systèmes clos très durs, n'est-ce pas, qui font plus de 2 milliards d'années d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème là avec la théorie, le modèle. Parce que la datation radiométrique a deux parties. La partie chimique, qui est simplement prendre l'échantillon, le décomposer jusqu'au niveau de deux éléments chimiques. Le parent et la fille. Le parent qui se décompose dans la fille. Right? Bon. Et alors on mesure les deux quantités. Ça c'est tout. Cette partie est parfaite. Mais, attendez peu, on ne mesure pas le temps. On mesure des quantités des éléments chimiques. Alors on doit construire tout un tas de modèles théoriques qui attachent une dimension temporelle à ces quantités-là. Un autre cas qui vient toujours de carbone 14, en 1990, ils ont trouvé un bœuf mosqué parfaitement gelé dans le permafrost du Yukon. Et les résultats de datation carbone ont été publiés dans le fameux Radiocarbon, qui est entièrement dédié au carbone 14. Ils ont daté les muscles derrière la tête à 24 000 ans et la poêle sur le dos à 17 000 ans. C'est bien évident, l'animal ne pouvait pas vivre pour 7 000 ans. Ce qui s'est passé, pendant sa vie, la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère changeait. Il n'y avait plus de carbone 14 au moment que la poêle a poussé, ce qui fait que la poêle est beaucoup plus jeune que les muscles. Alors là, on a ce problème-là. La quantité initiale. Pour être capable de mesurer l'âge, utilisons l'autre méthode, c'est-à-dire le parent qui se décompose dans la fille, si on connaît la quantité initiale du parent, la vitesse à laquelle le taux de radioactivité, si vous voulez, c'est-à-dire comment est-ce que dirais-je, la décomposition radioactive, si vous voulez. Je connais aussi le fait qu'il n'y avait plus d'addition, il n'y avait pas d'addition ou soustraction des deux, soit parents, soit fille, c'est-à-dire j'avais un système clos, alors je peux mesurer l'âge. En plus, je dois savoir qu'il n'y avait pas de fille au début. Tout ce que je trouve maintenant provient du parent, par décomposition. Mais voilà, on a des choses qu'on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver. Même le taux de désintégration a été mis en question à cause de la recherche faite cette fois, imaginez-vous, par des créationnistes. Je n'ai pas eu le droit d'emporter des livres ici, j'en ai un livre là qui explique ça. Voilà ce qui se passe. L'uranium 235 dans ce cas-là se décompose lentement en plomb 206. Alors ça produit, c'est à cause du désintégration alpha, c'est-à-dire ça produit des noyaux de hélium. Il vient de trouver les traces de cet uranium en se décomposant à l'intérieur des cristaux dans des granites primaires.
c'est-à-dire dans des cristaux de zircone. Alors ça veut dire que par décomposition, je produis de l'hélium. Qu'est-ce qui se passe avec l'hélium? Il est un gaz très très petit, une molécule très petite, il va s'échapper. Alors mes collègues de Californie, ils ont envoyé des échantillons de zircone au meilleur labo du monde qui mesure la diffusion du hélium à l'intérieur des cristaux. C'est assez drôle, ils devraient utiliser un tiers part. Parce que s'ils envoyaient les échantillons sur leur propre nom, ils vont être rejetés. Parce qu'ils sont des créationnistes. On ne touche pas les créationnistes. Alors ils ont bien payé. Ils ont utilisé un tiers part. Les analyses ont été publiées. Et il y avait un mystère là. Le voilà. Ah bon, je ne dois pas dessiner là. La quantité d'hélium qui a été trouvée dans les cristaux de zircone correspond à une décomposition radioactive de 1,5 milliard d'années. Mais la vitesse de diffusion d'hélium ne permet pas à l'hélium de rester dans les cristaux plus de 6000 ans. Plus ou moins. Ça veut dire, j'ai la quantité d'hélium qui correspond à une décomposition d'1,5 milliard d'années, mais l'hélium ne pouvait pas rester dans le cristal plus de 6000 ans. Qu'est-ce que je veux conclure là? Que le taux de désintégration a changé. J'ai produit la même quantité dans un temps plus court, pour que ça peut rester dans le cristal. Et voici même le tic-tac de l'horloge radiométrique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça se décompose, la demi-vie, n'est pas constante. Comment ça se passe? On ne le sait pas, c'est un mystère. Il y en a plusieurs de mystères pareils. Alors, je dis de nouveau, on ne mesure jamais le temps. On mesure des quantités de substances chimiques, et après on construit des mécanismes d'attribuer une dimension temporelle à ces quantités-là. Et c'est là le problème. Les présuppositions qu'on a.